sur la base d'un engagement qu'il prend devant le peuple. Le modèle que nous avons copié aux Français, qui est un modèle institutionnellement un peu hypocrite, c'est-à-dire que vous avez un président de la République qui est élu, et puis vous avez un premier ministre qui est son fusible. C'est un modèle qui n'emporte pas complètement notre adhésion. Mais nous disons clairement dans notre projet que ça va se faire de façon transitionnelle. D'ailleurs, nous proposons, une fois élu, d'avoir comme première ministre une femme. Parce que ça aussi, ça fait partie des réformes qu'il faut apporter dans ce pays. Si je prends le cas des institutions législatives, nous l'avons déjà dit à maintes reprises, nous revenons là-dessus. Pour nous, l'Assemblée nationale doit être de fond en comble réformée, et Dieu sait que j'y suis. Le règlement intérieur doit être complètement réformé pour repenser le travail parlementaire. Mais la Chambre, la deuxième, le Sénat, ne sert strictement à rien de notre point de vue. Il faudra remplacer par une chambre particulière qui aura en son sein les hommes de Dieu et les hommes de tradition, dont le rôle sera de s'assurer que le pouvoir exécutif respecte notre identité. Et lorsque j'évoque maintenant l'institution judiciaire, et là encore dans notre offre politique, nous n'allons pas aller dans... Très bien comment nous allons changer, comment faire pour que la justice devienne nous sommes rassurés, Président. Comment faire pour que la justice devienne efficace, comment faire pour que la justice devienne efficiente. Tout cela, nous le déclinons clairement dans notre offre politique. Je peux aller dans les détails une fois que vous le souhaitez, mais ceux qui veulent bien font un tour dans www.cabral2025.cm. Ils ont tous ces éléments. Et l'éducation, alors, c'est un autre sujet très intéressant. Nous proposons de la décoloniser complètement, revoir le calendrier scolaire, de revoir le temps scolaire, la question du livre, le statut de l'enseignant, autant de choses que nous abordons. Vous aurez l'occasion de revenir sur tous ces autres pans de votre programme. Nous avons des programmes qui sont prévus à cet effet à partir de l'ouverture de la campagne. D'ailleurs, nous le faisons déjà avec notre programme Le Tam Tam électoral qui sera sa 3e édition demain soir sur cette antenne lorsqu'il sera 21h. Nous sommes encore avec vous. Vous avez abondamment déjà parlé de votre programme, des indicateurs économiques peut-être avant qu'on ne passe à autre chose, avant qu'on ne passe au sujet qui concerne la vie politique autour de l'élection présidentielle de 2025. Vous semblez avoir des clés pour sortir le Cameroun du marasme. Mais cela n'est pas encore bien perçu par certains de vos compatriotes qui en redemandent. Certains veulent savoir quel est le remède miracle, la baguette magique, si vous en avez une, pour sortir le Cameroun économiquement du marasme actuel. Baguette magique, je ne sais pas. Mais de toute façon, pour relancer une économie, il faut intensifier le travail. Intensifier le travail. Travail passé? Non, intensifier le travail, c'est créer le travail, faire en sorte que les gens travaillent. Parce que c'est quand les gens travaillent que l'on intensifie le revenu. Est-ce que ce n'est pas le même discours que celui... Est-ce que ce discours n'est pas le même que celui du pouvoir en place en ce moment? Qui chaque fois dit qu'on a intensifié, on a créé de nouveaux emplois et tout ça. Non, la particularité justement, ou la différence si vous voulez, entre le pouvoir sortant et moi, c'est que ça ne s'arrête pas au discours. En termes de discours, ils en sont devenus des experts. Le seul problème avec eux, c'est que ce qu'ils font n'a rien à voir avec la réalité. Allons droit au but. Pour que notre économie se porte bien, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. J'abordais la question tout à l'heure. Il faut que nous sortions d'abord très vite de ce que les économistes appellent le big push, pour que nous rentrions dans ce que les économistes appellent aussi la transformation structurelle. C'est-à-dire quoi? Le big push, c'est faire trop de choses en même temps sans qu'aucune d'entre elles n'arrive à terme et ne produise de l'effet. Ça, c'est le modèle du pouvoir sortant. Ce qu'on appelle en d'autres termes et en de façon simpliste, vous avez des exemples? Le mouvement sur place. C'est-à-dire, par exemple, ils vont vous dire, si vous prenez simplement leur document, le document de croissance qu'ils ont rendu public, ils vont vous dire en 5 ans qu'ils vont construire 10 aéroports, 10 ports, 25 autoroutes et tout ce que vous voulez. Évidemment, au bout, ils vont injecter 1 milliard ici, 2 milliards là-bas, on va s'endetter, on va saupoudrer. Tout cela, c'est de la politique politicienne. Donner l'impression que beaucoup de choses se font sans que jamais aucune d'entre elles n'arrive à quoi que ce soit. Vous avez bien vu qu'à la faveur des élections, tiens, ils inaugurent, comme il faut envoyer des fleurs à la partie anglophone, vous voyez qu'ils inaugurent beaucoup de choses là-bas ces jours-ci. Pour vous, c'est de la poudre aux yeux? Mais évidemment que c'est de la poudre aux yeux. Mais la route est là. Quand c'est inauguré, d'accord, elle est là.
Mais quand on pose la première pierre, attendons de voir. Et les poses de première pierre dans ce pays, il y en a par centaines. Mais revenons à l'essentiel de ce dont nous étions en train de parler. Il faut donc au Cameroun prioriser. Mais avant d'arriver même à la priorisation, là on est dans l'économie réelle, il faut que les ressources camerounaises soient optimisées. C'est-à-dire que l'argent public serve le Camerounais. Pour optimiser la ressource publique au Cameroun, il y a déjà des réformes budgétaires qu'il faut faire. J'ai déjà démontré à maintes reprises ce que je ferai dès le lendemain. Monsieur Jolicoum, seulement sur le fonctionnement de l'État, du jour au lendemain, je fais 200 milliards d'économies. Seulement sur le gel des projets peu rentables, je vous génère 200 milliards d'économies. Je viens là seulement de vous prendre 2 exemples. Si j'attaque le dossier des subventions dans ce pays, de l'argent qu'on injecte dans des choses improductives, je génère encore au moins 100 milliards, je suis à 500 milliards. En fait, dans ce pays, il faut que l'argent public soit injecté dans des secteurs productifs. Et le secteur le plus productif pour nous, qui nous a été donné par la nature, c'est le secteur agro-pastoral. Le Cameroun, c'est 7,2 millions d'hectares de terres arables. La Malaisie, dragon d'Asie, a 7,6 millions d'hectares de terres arables. L'Allemagne, puissance européenne, a 7,4 millions d'hectares de terres arables. Tous ces 2 pays que je viens de citer, un asiatique, un européen, sont à plus de 90% de mise en valeur de leurs espaces labourables et cultivables. C'est ça qu'on appelle terres arables, alors que le Cameroun peine à dépasser les 20%. Et nous disons que nous devons en 5 ans mettre en activité, en production, au moins 600 000 hectares de terres arables par an dans ce pays, pour qu'en 5 ans, nous ayons mis en exploitation au moins la moitié de notre potentiel foncier. Ce qui nous permettra donc de rentrer de plein pied dans ce que nous appelons le transformateur industriel. Monsieur Jolicoum, qui vit du manioc? La personne qui fait le champ de manioc ou la personne qui tient un restaurant dans lequel... Allez-y au nord. Ou la personne qui tient un restaurant, mais je crois qu'on a un petit souci. Mais ça peut arriver, hein, ce sont les aléas du direct. Donc il ne sert à rien que je parle dans le vide. Non, si c'était juste pour que votre bonnet puisse retrouver le micro. Alors, je voulais me rassurer que nous étions... il était tombé. Ouais, il était. Ben voilà, c'est ça, c'est le direct. Écoutez, ceux qui sont en train de nous regarder savent que nous sommes en direct. Et nous ne sommes que des humains. Vous libérez je peux toucher un bonnet qui tombe, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Ben, c'est comme ça aussi qu'un État doit être géré. Il ne faut pas croire qu'on est des robots et tout. Ben, il peut arriver des petites choses, des petits incidents et on corrige. Donc, j'étais... Où est-ce que j'en étais encore? J'en étais au multiplicateur industriel et j'étais en train de vous prendre l'exemple de... en tout cas, je faisais la comparaison entre la personne qui a un champ de manioc, qui cultive 1 hectare de manioc, qui l'entretient et qui au bout va vendre le filet à 7 000 francs à Douala ou à Yaoundé, alors que la personne qui tient le restaurant va juste prendre 2 tubercules de ce manioc, va laver, va mettre au feu, va découper, donc va transformer et va vendre le plat à 2 000. Donc, la richesse est dans la transformation. C'est pour ça que des pays comme le Japon, dont le sol est sismique, dont le sous-sol n'a pas grand-chose, sont devenus des puissances mondiales parce qu'elles ont compris que c'est dans la transformation de la matière première. C'est pour cela que nous voulons inscrire résolument le Cameroun dans l'industrialisation. Et cette industrialisation va commencer par des secteurs peu intensifs technologiquement. C'est pour ça que nous commençons par le secteur agro-industriel. Autre chose, pour optimiser les ressources dans ce pays, un instrument que nous allons mettre en place, qui est un instrument informatique, nous avons déjà pris attache avec une entreprise qui peut le faire, ça coûte dans les 10 milliards, ce que nous appelons le SIGIFT, c'est-à-dire le système informatique de gestion intégrée de la fiscalité et de toutes les transactions économiques. Parce que figurez-vous, M. Jolicoum, on dit du Cameroun que son PIB, c'est-à-dire sa richesse nationale, la richesse nationale du Cameroun, qui n'est pas son chiffre d'affaires, hein. La richesse nationale du Cameroun, c'est 25 000 milliards. Mais en réalité, c'est un chiffre, on trompe l'œil. Parce que ce chiffre ne désigne que 10% de l'économie camerounaise, sachant que 90% de l'économie camerounaise est informelle. Donc, en réalité, l'État du Cameroun, 90% des ressources que peut générer l'économie camerounaise ne sont pas pris en compte
dans la comptabilité nationale. Mais simplement parce que nous sommes restés dans un environnement économique vétuste. C'est pour cela que nous allons mettre le SIGIFT en place, qui va permettre, entre autres, d'optimiser la collecte des impôts. Parce qu'un État ne trouve de l'argent à investir que dans la collecte des impôts. Et actuellement, au Cameroun, beaucoup d'argent est en circulation, mais échappe à la captation de l'État. On n'a même pas besoin d'augmenter les impôts lorsqu'on met un tel instrument en place. On peut même se permettre de baisser les impôts. Nous avons par exemple dit, je ne sais plus à quelle autre émission, et ça a surpris les gens, qu'un impôt comme l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, puisque nous allons encourager les gens, parce qu'il faut que l'entreprise crée de la richesse. J'en viens tout à l'heure. Et pour que l'entreprise crée de la richesse, il faut encourager les gens à injecter leur épargne dans les entreprises. C'est pour ça que nous pouvons lever un impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, parce que nous savons que nous mettons en place un instrument qui nous permet de capter de la ressource publique et de faire passer, je vous dis, en un an maximum, le budget du Cameroun d'impôts moins de 8 000 milliards que nous avons maintenant à un montant proche de celui que nous avons, ou plus que celui que nous avons dans un pays de niveau de développement comparable qu'est la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à 15 000 ou à 16 000 milliards. Et puis, j'évoquais le secteur privé tout à l'heure. Dans ce que je propose... Vous allez prendre un dernier aspect. Monsieur Jolicoum, oui. Si vous voulez, c'est le dernier. Oui. Et nous avons encore écouté le GECAM il n'y a pas longtemps. Il faut que nous construisons un pays où nous lâchons du lest sur les entreprises. Déjà, à cause du fait que l'économie camerounaise est à 90% informelle, c'est une poignée qui doit payer pour tout le monde. Alors que l'entreprise, dans un environnement comme le nôtre, où nous voulons créer de la richesse, doit avoir des coudées franches, doit respirer l'oxygène productif. On doit permettre à l'entreprise de créer de la richesse. C'est pour cela que nous avons un train de mesures pour assainir le secteur privé, notamment lever les pesanteurs bureaucratiques qui écrasent les entreprises, qui ne permettent pas aux PME de décoller. Voilà, de façon, j'ai envie de dire, essuie-glace, des éléments de notre projet économique que je viens de vous livrer. Nous allons prendre une courte respiration et nous revenons continuer cet entretien avec notre invité de ce soir, le président national du PCRN, qui est candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il est sur ce plateau ce soir pour échanger avec nous sur des questions liées à son programme, à son projet de société, mais également nous allons, après cette transition, revenir sur l'ensemble des questions qui entourent l'élection du président de la République, le vote étant prévu le 12 octobre 2025. Madame, Monsieur, notre émission se poursuit. Si vous permettez, juste avant la transition, puisqu'on ne va pas revenir sur cette question, je vous avais promis que... Nous vous permettons tout. Je vous avais promis que je finirais dans cette démonstration par ce par quoi j'avais commencé. Je vous ai dit que pour créer de la richesse, il faut créer de l'activité, il faut créer du travail. L'une des choses que nous ferons, dès que nous sommes élus, c'est d'accorder 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun. Ce qui fait un montant global d'environ 800 milliards de francs CFA. Pourquoi 2 milliards? Parce que pour relancer l'économie camerounaise, il faut déjà s'attaquer aux urgences et créer de l'activité dans les secteurs d'urgence. Le premier secteur d'urgence, c'est le secteur infrastructurel, le secteur routier, où il faut accorder 500 millions de francs sur les 2 milliards à chaque commune. Je dirige un parti politique dont les élus locaux achètent des engins. Et d'ailleurs, je crois que nous avons inspiré beaucoup d'autres communes. Vous allez nous obliger à produire. Politique. Non, mais écoutez, pour entretenir les routes, avant d'arriver aux routes bitumées, puisque de toute façon, pour que nous sortions complètement de l'enclavement, en tout cas relativement au bitume, il faut mettre 400 milliards de francs CFA sur la construction d'une raffinerie, puisque nous avons du pétrole lourd. Ça nous donnera une bonne partie des intrants dont nous avons besoin pour bitumer les routes. Mais je vous parle des routes en terre, dont les populations ont besoin pour l'écoulement de leurs produits, notamment vivriers. Pour entretenir les routes dans une commune, il faut 5 engins, monsieur Jolicoum. Un bulldozer sur roue, une pelle chargeuse, une niveleuse, un compacteur et un camion. Chacun de ces engins, quand il a coûté trop cher, il coûte 100 millions de francs CFA. Donc vous mettez 2 milliards pour une commune, 500 millions vont à l'achat de ces engins. Et il suffit de prendre attache avec une entreprise, nous on a d'ailleurs commencé à le faire, qui vous construit sur place une usine de montage, ce qui donne de l'emploi et qui inscrit notre jeunesse dans l'économie, et qui met en place également ici une usine de pièces détachées, ce qui nous permettra, au fur et à mesure, de plonger nos jeunes de plein pied dans la technologie y afférente.
Deuxième secteur d'urgence, le secteur hospitalier. On donne à chaque commune 500 millions de francs CFA pour mettre à niveau les dispensaires et les hôpitaux de la commune. Troisième secteur, le secteur numérico-scolaire, comme nous le disons. Dans chaque commune, numériser les écoles et les équiper. Et puis, quatrième secteur, 500 millions, les urgences alimentaires. Monsieur Jolikoum, il est inadmissible. Les montants, si vous vous intéressez au rapport qui a été rendu par l'INS, l'Institut national de la statistique, notamment sur le volume de nos importations de produits alimentaires, vous aurez du tournis. Nous dépensons 300 milliards de francs CFA par an pour les céréales. Un peu moins que ce montant pour la viande et le poisson. J'ai même découvert, il n'y a pas longtemps, que 60% du bœuf que nous consommons au Cameroun nous vient du Tchad. Nous sommes donc complètement dépendants. Et vous comprenez donc le lien avec la politique du fédéralisme communautaire qui permet d'optimiser la spécificité de chacune de nos régions, de chacune de nos communes. Et vous me demanderez, je vous vois venir, où vous prenez cet argent. Je viens de vous dire tout à l'heure, je vous ai fait une démonstration préalable. Mais attention, il y a une source de financement dont un certain nombre de candidats parlent depuis un certain temps. Et d'ailleurs, je crois que le premier à en parler, il faut lui reconnaître la paternité de ce dossier dans l'espace public, c'était le candidat à Keremouna, notamment l'affaire Glencore. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur le rapport compromissoire qui a été établi entre l'État du Cameroun et Glencore. Glencore a accepté de payer 711 milliards de francs CFA, c'est très important, au titre du principal de ce qu'ils nous ont spolié de 2006 à 2016. Et jusqu'à cette date, cet argent n'est pas recouvré parce que certains fonctionnaires sont allés se faire soudoyer. Voilà déjà une poste de dépense qui permettrait de réparer le tort qui a été fait aux Camerounais, permettrait de mettre à niveau toutes les communes. Est-ce que je vous ai dit que le PCRN sera à la tête de toutes les communes? En ce moment-là, non. Je n'attendrai pas qu'il y ait des élections locales pour que le PCRN soit à la tête de toutes les communes. Le regard que je pose sur le citoyen camerounais, sur l'État du Cameroun, sur les Camerounais, j'ai envie de dire, tout platement, c'est un regard d'amour. Vous voulez diriger des gens, vous êtes sensible à leur souffrance et à leur misère, et vous saurez vous placer au-dessus des clivages politiques et des clivages partisans. Alors, vous n'avez pas quitté votre pot de journaliste, vous m'empêchez même de conclure une première partie. L'homme politique qui veut absolument faire passer son message, et ça peut arriver, ça peut se comprendre. Nous allons nous retrouver tout à l'heure vers la fin de ce programme qui pourrait se prolonger. Je suis très heureux de ce passé de journaliste. On en parlera. On peut le reconnaître, a certainement forgé l'homme politique que je suis aujourd'hui. J'en suis témoin. On en parlera tout à l'heure parce que c'est une question d'actualité. Et je vous dirai ce que je propose aux journalistes. Ah oui, parce que j'ai un concurrent. On y reviendra. J'ai un concurrent qui est ministre de la communication, qui a été ministre de la communication et qui a fait voter une loi dont on parle peu. La loi du 20 avril 2015, ce que certains avaient appelé la loi Chiroma. Beaucoup oublient que cette loi institue une redevance annuelle de 4,5% sur le chiffre d'affaires hors taxe. Nous allons certainement revenir Chose inadmissible et incroyable à laquelle moi je viens mettre fin. On va en parler tout à l'heure. Transition et nous revenons pour la suite. Voilà, retour sur ce plateau avec notre invité du soir, Honorable Cabral Libye. Parlons des choses un peu plus proches de la réalité immédiate, à savoir la réalité immédiate liée à la campagne, ou alors la pré-campagne pour l'élection présidentielle, dont les activités sont en cours. On va bientôt ouvrir la partie qui consacre la campagne électorale. Mais déjà, beaucoup de questions se posent. On vous a entendu parler de fraude électorale. Vous en parlez, vous avez commencé cette émission à en parler. Pourquoi? Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez vues? Je parle de votre livre, ce que j'ai vu. Mais bien sûr que nous en parlons, justement, dans notre ouvrage. Il s'agit de quoi, cette affaire de campagne électorale et de contrôle de vote? Vous allez revenir dessus pour peut-être terminer ce que vous avez commencé à dire déjà à l'entrée de cette émission. Ce que nous disons, c'est que ceux qui nous gouvernent depuis 43 ans ne gagnent pas, mais ne perdent pas non plus. Il y a une nuance. Soyons plus clairs. Il y a une nuance entre gagner et ne pas perdre. Gagner une élection, c'est avoir reçu de façon authentique et fidèle la majorité des suffrages exprimés par les électeurs. Ne pas perdre, c'est bien qu'ayant perdu, on est réussir à dire qu'on n'a pas perdu. C'est ce qui se passe au Cameroun.
Tout cela, parce que monsieur est Jolicoum, trop compliqué à comprendre. Mais c'est plus simple maintenant que vous allez m'écouter. Tout cela pour dire quoi? C'est que nous sommes gouvernés par des gens qui ne gagnent pas par le projet, qui ne gagnent pas par leur bilan, mais qui gagnent par la fraude électorale. Il y a quelques jours, nous avons saisi Elections Cameroun. Nous leur avons adressé un courrier où nous leur demandions de nous associer au toilettage du fichier électoral. Et je reviens parce que c'est là-bas le cœur de la fraude. Il y a quelques jours, est-ce que c'est pas tard? Mais non, ce n'était pas tard, puisque c'était fait quelques jours. D'ailleurs, avant la consultation, il y a eu une concertation. Ça ne vous a pas échappé, puisque Bing nous a couvert cet événement qu'il y a eu récemment au Palais des Congrès entre Elections Cameroun et les représentants des candidats. C'était donc avant cet événement dont ils avaient la possibilité d'ajuster. Il n'est d'ailleurs toujours pas tard de nous associer au toilettage du fichier. Ils sont en train de le faire. Qu'est-ce que ça coûte de nous associer? Nous leur avons demandé de nous associer à la désignation des présidents de bureau de vote. Ils n'ont toujours pas répondu. Monsieur Jolicoum, peut-être ça va vous surprendre, il n'y a pas une seule disposition légale au Cameroun qui dit sur la base de quoi Elections Cameroun désigne les présidents, oh encore le bonnet est tombé, sur la base de quoi Elections Cameroun désigne les présidents des bureaux de vote. Il y a 31 500 bureaux de vote qui sont annoncés. Tout le personnel d'Elections Cameroun, du dernier planton au président du conseil électoral, je ne crois pas qu'ils font 5000 personnes. Donc quand même, tout le personnel de l'ECAM irait présider les commissions locales de vote, parce que la commission locale, c'est en fait le bureau de vote, et il en resterait 30 000, enfin non, disons 25 000, qui n'auraient pas de président. Où on les trouve donc? Il y a opacité complète là-dessus. Ce sont les chefs d'antenne d'Elections Cameroun qui choisissent les présidents du bureau de vote. C'est vieux comme le monde, hein. Le problème ne se pose pas aujourd'hui. Ils vous disent, nous choisissons les fonctionnaires, les proviseurs de lycée. Alors parce que vous n'êtes pas associé, vous pensez que... Mais c'est là que commence la fraude. Parce que dans le bureau de vote, qu'est-ce qui se passe là? Si on associait les responsables des partis politiques ou alors des candidats, il n'y aurait pas fraude. Il y aurait un droit de regard sur le profil des personnes choisies. Parce que malheureusement, M. Jolicoum, on a souvent eu, et je crains qu'on en ait encore, comme président du bureau de vote, carrément des responsables du parti au pouvoir à la base. Alors c'est ça que vous voulez contourner en parlant de surveillance du vote. Mais j'y viens. Je vous parle d'abord parce que nous on propose à chaque fois. Donc on n'est pas là seulement pour dénoncer, on fait des propositions claires. Parce que dans un bureau de vote, M. Jolicoum, la loi dit que c'est le président du bureau de vote qui assure la police du bureau de vote. Donc, il repartit les tâches dans un bureau de vote. Il y a un poste dans un bureau de vote qui est le poste de fraude. C'est le poste de contrôle d'identité. Si la personne qui est placée au contrôle d'identité est un complice de la fraude, il est capable de faire semblant de contrôler l'identité de quelqu'un dont la carte nationale d'identité ne correspond pas à la carte de lecteur et de le faire voter. Troisième chose que nous avons demandé à Elecam, c'est de nous permettre à nous les candidats d'apposer des timbres qui nous soient spécifiques sur les procès-verbaux afin que ces derniers ne soient pas changés dans tout le processus de décompte des voix. Tout cela, si nous ne l'obtenons pas d'aventure, quelle est la seule option et la seule solution qui nous reste, Monsieur Jolicoum? C'est la solution du contrôle physique du vote. Et nous disons aux compatriotes qu'il y a 2 millions de faux électeurs qui ont été construits, nous le disions à l'entame, nous le redisons encore, par des manipulations des algorithmes qui font que si vous vous appelez Jolicoum, vous pouvez devenir Koum Joli aussi. Ça fait 2 personnes totalement différentes. Et le Koum Joli que personne ne connaît et qui n'existe pas, on va le loger dans un bureau de vote qui existera là. Et après, on dira qu'il a voté alors qu'il n'a jamais existé. Et le seul moyen de contrecarrer ça, c'est pour ça que nous lançons un appel. Et aux concitoyens qui sont en train de nous écouter ce soir, et aux amis du Cameroun qui veulent aider le Cameroun, aidez-nous à contrôler le vote. Et moi, je dis aux Camerounais, si nous voulons vraiment le changement, nous pouvons nous permettre une journée de bénévolat, même à jeun, au service du contrôle de vote. Moi, je me réjouis déjà que dans notre plateforme, que nous avons inscrite dans notre site www.cabral2025.cm, nous en sommes déjà aujourd'hui, je crois, à près de 5000 personnes qui se sont enregistrées et que nous sommes en train de contacter dans cette veine. J'espère que les autres candidats, que nous avons d'ailleurs saisis avant de saisir l'ECAM, sont également en train de travailler à ce propos. Certains, nous avons pris langue avec eux, 2 ou 3 déjà. Nous avons commencé à travailler dans le but de mutualiser. Donc, je viens de vous dire que la clé cette année, puisque je suis à peu près convaincu par le retour, même si vous en doutiez tout à l'heure que je reçois du terrain, c'est que le Camerounais ordinaire a besoin de changement. Mais il faut que ce Camerounais intègre, contrairement à ce que j'ai entendu dans le Vox Pop, que non seulement sa voix compte,
Mais son implication personnelle, ce que nous appelons l'engagement de la responsabilité individuelle, ça va compter cette année. Alors, le réalisateur de l'émission, Loïc Nana, me fait savoir que, apparemment, je vous laisse parler et qu'on est obligé de pousser l'émission au-delà des frontières. Le temps passe si vite. Qui était limité. Merci à M. Nana. Il ne faut pas qu'on vous accuse de favoritisme vis-à-vis d'un candidat. Écoutez, nous avons de la place, nous l'avons dit au Conseil national de la communication. Nous allons continuer ces entretiens en espérant qu'au cours de la période de campagne électorale, on pourra recevoir les 12 candidats, y compris vous pourriez revenir dans le cadre de cet intervalle de 2 semaines. Je reviendrai volontiers. Très bien, nous allons si donc... vous m'appelez tous les jours, je peux venir tous les jours. Vous serez sur le terrain. Tant que j'ai l'opportunité de parler aux Camerounais, aux compatriotes, je viendrai toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Ce sera une bonne chose. Continuons cette émission. Parlons de la coalition. Cabral Liby, on vous a entendu depuis des années, avant l'élection de 2025, on vous a entendu parler de votre volonté d'une coalition, d'une mise en commun des énergies pour pouvoir porter la voix de l'opposition pour renverser le régime en place. Ce discours semble-t-il être dilué aujourd'hui. J'étais à votre conférence de presse. Vous m'avez fait l'honneur et le plaisir d'être invité à votre conférence de presse. J'y étais et je vous ai entendu dire, à propos de ce sujet, demander si les aînés, en parlant des anciens membres du gouvernement et d'autres candidats qui sont en âge plus avancé que vous, qu'ils se mettent d'abord ensemble. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? C'est ce que vous avez entendu. C'est-à-dire que s'ils se mettent ensemble, vous allez les suivre. Je ne sais plus comment je devrais le dire. J'ai dit ils se mettent ensemble et on avisera. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, M. Jolicoeur. Nous, au PCRN, on n'a pas passé les 7 dernières années. Vous n'êtes pas pour le consensus, un candidat consensuel? Alors, si vous me coupez, M. Nana, Nana a vraiment de l'effet sur vous. Un consensus en français facile, c'est un accord de volonté. Ouais. Et vous estimez, M. Jolicoeur, que lorsque je suis soutenu, ma candidature est soutenue par d'autres présidents de partis politiques dont nous dévoilerons bientôt l'identité, ce n'est pas un accord de volonté. Lorsque nous sommes soutenus par des hommes de culture, des artistes de renom, comme Moustique Charismatique, comme Valérie Ndongo, ça, ce n'est pas un accord de volonté. Lorsque nous sommes soutenus par une batterie d'influenceurs et d'influenceuses, je m'excuse tout de suite parce que je ne vais pas les citer tous, je préfère ne même citer aucun, ce n'est pas un accord de volonté. Mais il y a un accord de volonté qui se construit autour de la candidature de Cabral Liby devant tout le monde. Maintenant, vous pouvez faire le choix, vous, dans votre ligne éditoriale ici, à B-News, de vous intéresser à un accord de volonté qui se fait autour d'un candidat et de ne pas vous intéresser à un accord de volonté qui se fait autour d'un autre candidat. Je viens de répondre à votre question. Si je n'étais pas pour le consensus, je n'aurais pas accepté que toutes ces personnes qui s'agrègent à ma candidature pour la soutenir vous n'avez pas répondu me rejoignent. Mais la réponse, elle est évidente. Excusez-moi, M. Jolicoeur, c'est que oui, je suis pour le consensus. Vous avez rappelé ma position tout à l'heure. Non seulement, je ne me suis pas contenté d'exprimer une volonté, mais j'ai agi dans ce sens. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu une coalition dans ce pays qu'on a appelée l'ATP, l'Alliance pour la Transition Pacifique, qui était portée par le professeur Olivier Billet. Oui. Je pense que vous savez que j'étais parmi les premiers à y adhérer. Je le sais. Mais je ne me suis pas contenté d'y adhérer. Vous devez sans doute vous rappeler que dans une interview donnée dans une chaîne que les gens écoutent beaucoup, Radio France Internationale, la question m'avait été posée par M. Boisbouvier, c'est retrouvable sur Internet. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que M. Liby, vous êtes prêt à abandonner votre candidature pour un autre? J'ai dit oui. Pour qui donc? J'ai cité le nom. Vous connaissez le nom? Est-ce que le discours là est le même qui a changé de direction? Mais évidemment que ce discours n'est plus le même aujourd'hui parce que le contexte a changé. Le nouveau discours, c'est lequel? C'est celui que vous avez repris tout à l'heure. Nous disons ceci. Nous revenons là du terrain et nous rencontrons des hommes et des femmes qui nous interrogent sur notre projet. Ils ne nous interrogent pas sur derrière qui nous allons nous aligner. Mais il y en a aussi qui nous disent, oui, de façon itérative, nous souhaitons que vous puissiez mutualiser. Et je leur réponds, je suis totalement disposé à la mutualisation. La mutualisation ne se fait pas qu'autour des individus. Je vous ai parlé tout à l'heure de la surveillance du vote. Voilà un point sur cette question et de ces équipes. Je pourrais continuer l'énumération si vous voulez. Donc si vous aviez un doute là-dessus, dissipez-le tout de suite. Donc nous sommes impliqués à la mutualisation. Sur ce point-là, ça nous paraît évident. Sur les candidatures, puisque c'est les questions des individus qui vous intéressent,
avant de les évoquer, je me permets quand même, toujours, c'est un devoir que je me fais qui est d'ordre statistique, il faut aussi éduquer les masses. Contrairement à l'idée reçue qui nourrit d'ailleurs l'impuissance apprise, l'électeur camerounais, historiquement et statistiquement, est un électeur très lucide. Il est très rationnel. Il sait distinguer le bon candidat du mauvais candidat. Pour preuve, M. Jolikoum, de 1992 à 2025, en passant par 97, 2004, 2011 et 2018, les 3 premiers à l'issue de chaque élection présidentielle remportent toujours plus de 95% des suffrages. Ce qui veut dire que la multiplicité des candidatures au Cameroun n'a jamais entraîné la dispersion des voix. Mais puisque le sujet qui vous brûle les lèvres, qui vous intéresse, c'est celui des individus, je vous dis que dans cette élection présidentielle, il y a 6 paliers d'âge. Il y a un candidat qui a plus de 90 ans. Il est sortant. Il y a ensuite 3 candidats qui ont plus de 70 ans. Il y en a un, je crois, qui a entre 60 et 70 ans. Puis il y a des quinquagénaires, il y a des quadragénaires et il y a 1 ou 2 trentenaires. Nous, les cadets, souvent les aînés nous disent alignez-vous. Vous savez, j'ai souvent entendu ça. Voilà l'élément qu'on donne. Hein. Ça n'a rien à voir avec le programme ou le travail de terrain. C'est que, M. Libi, vous êtes jeune. Vous avez du temps. Il y a donc des prophètes qui ont déjà lu mon avenir et qui me prêtent une longue vie à la Mathusalem et qui pensent que le travail que je fais, vous l'avez évoqué dans votre portrait depuis mes 24 ans. Moi, je n'ai pas attendu d'aller d'abord me faire des trésors de guerre dans un gouvernement. Je n'ai pas choisi la plaventrisme, d'abord hypocrite, devant un candidat pour ensuite faire je ne sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis resté fidèle à mes convictions parce que je crois qu'en politique, la constance et la cohérence, ça veut dire quelque chose. Mais ça, on balaye du revers et on nous dit, vous les cadets, vous avez du temps. Alignez-vous derrière les aînés. Je dis d'accord. Mais derrière quel ennemi? Il faut donc déjà, si on accepte le nonagénaire, que les septuagénaires, eux au moins, puisqu'ils nous font la leçon, qu'ils se mettent déjà entre eux, ensemble. Sauf d'autant que 2 d'entre eux, tiens, sont du même village pratiquement, enfin si vous voulez du même département, celui de la Benoît, et ont d'ailleurs en partage pratiquement le même parcours. L'un et l'autre ont servi le pouvoir pendant plus de 20 ans, sont de la même région, connaissent les mêmes réalités, dont ils peuvent se comprendre, ils ont des codes qui peuvent nous échapper, nous autres qui n'avons jamais flirté avec le régime. Mais qu'ils se mettent déjà ensemble, et nous on avisera. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que je l'exprime en quelle langue, M. Jolikoum? Vous aviserez, c'est-à-dire que vous allez les rejoindre s'ils se mettent ensemble. Quand on dit qu'on va aviser, c'est une option. L'autre option, c'est quoi? Ben, ne pas le faire. Parce que pour nous, coaliser, ce n'est pas s'aligner derrière un individu. Nous avons toujours pensé la coalition en 3 temps. Un projet commun, une stratégie commune de surveillance de vote, puis des critères objectifs du choix de l'un d'entre nous pour être ce que les latins appellent le primus inter pares, le premier parmi ses pairs. Vous avez suivi le dernier communiqué, en tout cas avant mon entrée dans ce studio, il n'y en avait pas un autre, publié par Maurice Kamto, après avoir échangé avec ses différents candidats, qui semblaient... Excusez-moi, moi je viens du terrain, je n'ai pas suivi. Non, le communiqué n'est pas sorti aujourd'hui. Vous êtes au courant qu'il a reçu les autres candidats et qu'il s'est exprimé en donnant une position... Alors, excusez-moi, je ne suis vraiment pas très au fait de l'actualité autour du président, enfin, de M. Maurice Kamto. Vous l'avez rencontré en 2018. Est-ce que pour l'élection de 2018, Maurice Kamto, aujourd'hui, vous allez le rencontrer aussi? Parce qu'apparemment, il est en train de recevoir, échanger avec des candidats. Non, mais en 2018, il y avait un point sur lequel nous étions très vite d'accord. On ne s'était pas rencontré une seule fois. Hein. On s'était rencontré 2 fois. Ça, je le sais. La première fois, c'était chez lui. Ouais. Et la deuxième fois, il m'a fait l'honneur de venir à mon bureau. Moi, je voulais repartir chez lui. Et on était tombé d'accord dès la première rencontre sur une méthode de travail. Il était question que nous mutualisions, que nous cette fois-ci, cela va se faire. Nos équipes ensemble, que nous travaillions à une stratégie commune de surveillance du vote, que nous élaborions des critères de désignation de l'un d'entre nous. Nous étions tombés d'accord sur cela. Nous avons mis en place une équipe mixte qui a élaboré le document. C'est le jour que nous devions paraffer le document qu'il a changé complètement de position et il m'a dit en me regardant dans les yeux, pas la peine de signer ce document. Vous ne pouvez pas gagner, moi je peux gagner, j'ai ce qu'il faut pour gagner. Et je lui ai dit, moi j'ai un gros problème avec le fait de changer de bouche. Bon, je tiens ça un peu de ma famille, c'est pour ça que je parle de cohérence et de constance. Quand je vous dis une chose, M. Jolikoum, et que nous sommes tombés d'accord sur une démarche commune, si le lendemain vous venez me dire autre chose, je ne vous écouterai plus parce que je considère que vous n'êtes pas digne de confiance. Donc ça s'est arrêté là. Et maintenant, je ne vois pas pourquoi nous nous retrouverions à travailler sur cela, puisque nous ne sommes plus... Vous avez donné la réponse à cette question. Nous ne sommes plus... Enfin, je crois que
je ne vois pas pourquoi nous travaillerions sur une stratégie commune puisque l'un d'entre nous n'est pas candidat. Est-ce qu'on doit retenir au sortir de cette émission que vous n'êtes pas favorable à une candidature consensuelle si ce sont des aînés, notamment Bello Boba Maïkari ou Issa Chirouma Bakari, parce qu'ils ont travaillé pour le gouvernement? Est-ce qu'on doit retenir ça au sortir de cet entretien? Vous êtes chrétien, M. Jolicoum? Je ne sais pas. Bon, ok. Ceux qui sont chrétiens connaissent certainement l'histoire biblique de la statue de veau. Alors, je vais vous la raconter. C'est que le peuple d'Israël, conduit par Moïse, avait stationné quelque part. Et Moïse est allé prier à la montagne. Et comme il avait mis un peu de temps, le peuple derrière, ils ont tous pris leurs bijoux en or, ils les ont fondus et ils ont fabriqué une idole. J'attends la moralité. Devant laquelle, je crois, je peux me tromper sur les détails, hein, devant laquelle les gens devaient s'incliner. Et il y a 3 personnages bibliques, Abed-Nego, Meshach, Shadrach, qui eux avaient décidé de ne pas s'incliner devant l'idole parce qu'ils croyaient en Dieu. Et on a d'ailleurs menacé de les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, même si vous nous jetez dans la fournaise ardente, nous croyons en Dieu. Et on les a jetés dans la fournaise ardente. Et au moment où on les jetait dans la fournaise ardente, ils ont refusé de s'incliner devant l'idole ou les idoles. Et ils ont même dit, c'est très intéressant, ils ont dit, quand même nous croyons en Dieu et nous savons que Dieu va nous sauver, mais quand même il ne nous sauverait pas, nous allons mourir en croyant en lui. Et moi je vous dis, je crois au peuple. Mon Dieu, en cette élection, après Dieu qui m'a créé, en qui je crois et à qui j'ai donné ma vie, il y a le peuple. C'est le peuple qui décide. Donc, des êtres humains qui font leur pérégrination et puis décident de faire ce qu'ils veulent. Et puis, vous avez des gens qui construisent des choses autour. On en fait des idoles devant lesquelles les gens doivent aller s'incliner, devant lesquelles les gens... Écoutez, ça ne nous intéresse pas, nous. Nous, c'est le peuple qui nous intéresse. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui vote. Et moi, je suis en train de vous dire, M. Jolicoum, que l'idée reçue selon laquelle le peuple ne peut pas décider du changement au Cameroun, elle n'est portée que par des gens qui ne connaissent pas ce peuple. Par des gens qui n'ont jamais fait de travail de terrain. Ça veut dire que vous dites par ce soir des gens qui deviennent des professeurs de politique à la veille des élections. Parce qu'ils peuvent passer sur un plateau de télé ou griffonner des choses dans les réseaux sociaux, pensent qu'ils peuvent donner des leçons à des gens qui passent leur vie à échanger avec le peuple. On ne parle pas de la même chose. Est-ce que donc si vous on a dites même à déjà quelqu'un... consacré trop de temps à ce sujet qui est tout simplement périphérique pour moi et pour ceux qui croient en moi. Est-ce que vous dites que le même peuple que vous rencontrez, d'ailleurs vous l'avez reconnu tout à l'heure dans votre propos, mais c'est ce peuple qui demande un candidat consensuel. Pour d'autres candidats, ceux-là, ils se trompent quand ils le disent. Une partie de ce peuple le demande. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure que je l'entends aussi. Mais ce peuple-là ne vous a jamais dit que il faut qu'on s'incline devant les idoles. Ce peuple-là n'a pas désigné un candidat d'avance. Et demandez à ce peuple si les statuts de veau qui leur sont présentés les intéressent. Et moi, j'écoute ce peuple et je sais ce qu'il en pense. Et je vous dis, M. Koum, bon, ça c'est des sujets qui intéressent la presse. Passons à ce qui intéresse le peuple. Ce qui intéresse le peuple, ce qui nous intéresse également, nous à la presse, vous le savez. Autant je suis mal placé, en effet. Non, je ne suis plus de la presse. Vous y étiez. Et vous n'avez pas oublié ça. Et puisque dans la plupart des cas, nous relevons ce que l'écho, la clameur qui vient de la société. Cabral Libye, dernière question sur le sujet, c'est que est-ce que on peut s'attendre que vous vous retrouviez avec certains candidats avant que nous n'arrivions au jour de l'élection? C'est-à-dire que vous avez cité certains noms tout à l'heure, Joshua aussi, vous avez parlé de la présidente Ndamjoya, Madame le maire de Fumban, et quelques autres. Est-ce qu'il est possible qu'on retrouve quand même quelques regroupements de candidats avant la présidentielle du 12 octobre? En quelques mots juste. Vous savez, nous au PCRN, on fait très bien la différence entre unité d'action et candidature unique. Nous n'avons pas attendu votre émission pour nous associer aux autres acteurs politiques il y a 2 ou 3 ans pour travailler ensemble dans ce qu'on a appelé le groupe des 7 dans la rédaction d'un code électoral alternatif. Nous l'avons fait. Je vous ai dit tout à l'heure, je me permets juste de vous le rappeler, que nous au PCRN, nous pensons la mutualisation en 3 temps.
En vous reposant la question, je n'ai pas oublié. Donc, je ne vais pas vous laisser. Donc, je me permets donc je ne vais pas vous laisser de faire ce rappel. Je me permets donc de répéter la réponse. Non, vous n'allez pas répéter, puisque j'ai eu la réponse. Je me permets donc de dire ça en d'autres termes. Vous voulez absolument parler, allez-y. Que c'est en 3 temps. Ouais. Un projet commun. Nous, votre portraitiste l'a dit. Si nous avons pris la peine en 2021 de publier un ouvrage dont même les compatriotes du Vox Pop ont parlé, si nous avons pris la peine de publier un autre ouvrage de 400 pages, quand je dis nous, ça a tout son sens. En 2024, ça prouve que nous croyons au projet, monsieur. Nous avons compris cela. On ne se lève pas de but en blanc pour diriger un peuple, surtout lorsqu'on doit le sortir de l'abîme, comme celle dans laquelle nous sommes. C'est un abîme ou une abîme, tiens. Oui. On s'entendra. Donc, un projet commun. Puis, nous l'avons dit, une stratégie commune de surveillance du vote. Nous ne sommes pas dans des effets de mode. Nous n'allons pas rester honorables. Nous n'allons pas rester puis, sur des la critères question de choix. Donc, oui, si ces conditions pour nous sont remplies, nous allons travailler avec les autres. Mais même si d'aventure les 3 n'étaient pas remplis, même si une seule de ces étapes, notamment la mutualisation sur la surveillance du vote, se faisait, nous serions avec les autres. Nous l'avons déjà dit. Alors, nous connaissons quand même certains leaders politiques qui ont manifesté la candidature, même si leur candidature n'a pas été retenue. Vos rapports avec Célestin Diamène, ils sont bons? Ils sont restés tels que nous les connaissons? Si vous les connaissez, vous savez qu'ils ne sont pas bons. Hein. Ah bon? Ben, vous avez dit tels que nous les connaissons et je vous dis qu'ils ne sont pas bons, donc vous ne poserez pas la question. Est-ce que c'est l'homme politique qui parle ou bien c'est... Non, quand je dis qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'on n'est pas amis, on ne se parle pas, voilà. Je n'ai pas parlé d'amitié. Ben, de quoi voulez-vous que nous parlions maintenant? Moi, je suis candidat pour remplacer Paul Biya et lui, il est pour que Paul Biya se perpétue au pouvoir. De quoi voulez-vous que nous parlions? C'est ça qui fait la différence entre vous deux alors? Mais ça, c'est pas la différence, c'est une abysse. C'est bien plus grave ça. Mais oui, mais c'est abyssal ce qui nous sépare. Nous, on est pour la rupture, lui, il est pour la perpétuité. C'est carrément, enfin, je veux dire... Je vous laisse là encore, j'ai un problème avec les articles définis. C'est une abysse ou un abysse. On va continuer cette émission, on va bientôt se séparer parce qu'avec vous, hein, on peut aller à 3 heures de temps, on n'aura pas vu le temps passer. Cabral Libi, nous allons continuer cette émission. Dernière question pour ce qui concerne la politique. Est-ce que certains disent que vous êtes le candidat de la France? Je n'avais pas encore entendu celle-là, oui. Dites davantage. Vous entendez ça aujourd'hui, ce soir. Ok. C'est quoi vos relations Monsieur avec... Jolikoum, on ne peut pas avoir écrit un chapitre, c'est le 3e du manifeste de la rupture et du progrès. Sur le recouvrement, c'est ça le titre de ce chapitre. Le recouvrement de notre souveraineté. C'est ça le titre du chapitre. Et nous consacrons des paragraphes entiers à nos rapports avec la France, où nous proposons un nouveau paradigme avec la France, le paradigme gagnant-gagnant, où nous suggérons justement à la France, qui traverse depuis un certain temps, notamment en Afrique francophone, qui est en train de suer une forme de déconvenue, parce que la perception qui est posée sur ce pays-là, dans un certain nombre de pays francophones, c'est que c'est un pays spoliateur, un pays qui dépouille, ainsi de suite. Et nous, dans notre ouvrage, nous disons à la France que pour briser cela, il faut changer de paradigme. Mais nous, on n'écrit pas des choses pour nous amuser. Nous écrivons ce que nous pensons. Donc, nous disons que... L'ambassadeur de France a lu de vos rencontres, notamment la réunion qu'il y avait en Kola Famba. Ah non, l'ambassadeur de France n'y était pas. C'est plutôt le nouveau chargé des affaires politiques qui y était. Je veux parler de l'ambassadeur. Mais dans ce cas, il faut poser aussi la question de savoir que faisait la représentante de l'ambassadeur du Brésil. Il faut aussi poser la question. Il faut aussi demander ce que faisait là-bas le représentant de l'ambassadeur du Sénégal, qui y était. Demandez-vous aussi ce que faisait là-bas le représentant de l'ambassadeur de la République centrafricaine. Je serai donc à la fois le candidat de la France et du Brésil et du Sénégal. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Parce que leurs diplomates que j'ai invités à notre congrès m'ont fait l'amitié de venir. Vous avez échangé avec tous ces ambassadeurs-là. Je ne parle pas de leurs représentants. Là, je parle des ambassadeurs. J'échange avec pratiquement tous les ambassadeurs. Vous devez sans doute savoir que de par mon statut de député, de président de parti politique, les services politiques de ces ambassades-là échangent généralement avec les hommes politiques d'un certain niveau. Qu'est-ce qui a joué pour que votre congrès finalement ait lieu? Ben, c'est la justice.
Vous croyez en la justice camerounaise alors? Mais je l'ai toujours dit. Vous la félicitez. Je suis même allé plus loin. J'ai toujours dit que la situation dans laquelle nous sommes plongés par ceux qui ont décidé de bordéliser la République, seule la justice, la police et l'armée pourraient nous en sortir. Moi, j'ai fait le choix de croire en la justice et je la remercie parce qu'elle a dit le droit. Vous avez échangé sur la question avec certaines représentations diplomatiques, notamment certains diplomates. Oui, qui se sont intéressés à la question, mais bien sûr. La France est intéressée. La France, les États-Unis, l'Union européenne globalement, mais moi, le Sénégal, la Centrafrique, l'Afrique du Sud. Moi, j'insiste sur la France. Tous m'ont appelé et me demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que ces pays-là, c'est des pays qui entretiennent des relations diplomatiques et économiques avec le Cameroun. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ressortissants de ces pays qui investissent au Cameroun. Donc, lorsqu'ils voient une chose se dérouler et qui est susceptible de déboucher sur des configurations inattendues, si vous voulez, ils veulent comprendre. Donc beaucoup d'entre eux ont simplement voulu comprendre ce qui se passait. Pourquoi je faisais l'objet d'autant d'acharnement et de persécution. Donc, et moi, je suis allé à chacune de leurs invitations pour leur dire ce qui se passait. Ça veut dire que ceux qui pensent que vous avez quand même reçu un peu de soutien venant de ces missions diplomatiques n'ont pas vu juste, parce que les informations que nous avons indiquent que n'eût été l'implication de ces missions diplomatiques-là, notamment celle de la France, même la rencontre de Nkola Famba était hypothétique, elle ne se serait pas tenue, et elle s'est finalement tenue. Alors, je sors de la question. Alors, permettez-moi de vous dire ceci. Monsieur Jolikoum, vous êtes un journaliste expérimenté. Moi, je vous connais dans ce métier au moins depuis 2004. Donc, ça va faire 21 ans. Vous n'avez pas tort. Donc, lorsqu'un journaliste de votre trempe dit que selon ces informations, ceci s'est passé, cela s'est passé, je vous écoute et j'en apprends. Maintenant, en ce qui me concerne, je vous dis que lorsque des ambassadeurs d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, tiens, aussi, d'Europe, ont voulu comprendre ce qui se passait, ces ambassadeurs m'ont adressé des invitations et je leur ai fait l'amitié d'aller et de leur donner ma version des faits. Vous savez comment fonctionne les missions diplomatiques dans un pays? Je ne suis malheureusement ou heureusement pas encore diplomate, donc je ne sais pas comment fonctionnent les ambassades des pays étrangers. Quand vous échangez, vous discutez, vous savez les relais qu'ils utilisent. Ce que je sais. Je vous dis encore, monsieur Jolikoum, permettez que je vous dise ce que je sais. Oui. Et ce que je sais, c'est ce que je vous raconte. Je vous laisse dire ce que vous savez. Nous nous sommes battus au tribunal. Et je n'ai jamais eu de cesse de rendre hommage à mon vice-président, maître René Roger Bébé, qui s'est battu bec et ongle. Aux côtés de qui il y avait maître Richard Tamfou, maître Roger Aboyoyo, qui se sont battus, et tous les autres d'ailleurs, j'en oublie, c'est ça toujours le problème quand on commence à citer des noms, qui se sont battus pour que le droit soit dit. Et je remercie la justice camerounaise, parce que beaucoup de ceux qui s'essayent dans le prophétisme catastrophique avaient déjà dit que nous on connaît la justice, et la justice ne dira pas le droit. Sur ce coup-là, la justice a dit le droit et il faut le reconnaître. Maintenant, pour vous, ça ne suffit pas. Vous me dites qu'il y a eu des tractations. Oui. Derrière le rideau diplomatique, je ne me situe pas de ce côté du rideau, donc je ne saurais vous en dire davantage. Au risque de me mettre à mentir. Je vous demande de ne pas en dire davantage, parce que, comme on dit, nous sommes en politique et il y a des choses qui sont dites et il y a des non-dits. Mais faites attention, monsieur Jolikoum. Ne soyez pas le relais du ragot de sous-quartier non plus. Il ne s'agit pas d'être le ragot de sous-quartier. Moi, je me donne des limites. Je veux m'arrêter là. Je veux juste faire confiance aux journalistes d'expérience que vous connaissez. Très bien. Je voudrais m'arrêter là pour vous inviter maintenant pour votre séjour en Europe. Ça s'est bien passé. En France, notamment. Tout récemment, là, oui. Oui. Je suis allé à la rencontre. Des Camerounais. Oui, des Camerounais. Parce que la section PCRN France, que dirige M. Célestin Ballot et ses équipes, ont organisé une grande rencontre dans la diaspora. Ils sont venus, près du millier, à Levallois-Perret, pour que je leur présente notre projet concernant la diaspora, notamment le projet de la plurinationalité. Ça s'est bien passé. Je voulais leur expliquer le fondement de la plurinationalité, notre projet, du rôle que nous assignons désormais à nos ambassades comme des points focaux du rayonnement du Cameroun. C'est ce que nous sommes allés leur présenter et ça s'est plutôt bien passé. Je remercie tous les compatriotes qui sont venus à cette rencontre. Très bien, vous vous êtes exprimé à TV5, vous vous êtes exprimé à France 24.
d'autres médias français. RFI, pour ne pas le citer aussi. Oui, RFI. Tout ça, c'est le candidat Cabral Libi. Tout comme, bien que certains voient, je suis en train de m'exprimer à B-News. Ouais. Bien que certains voient à travers ces médias et dans l'histoire de la couverture des activités politiques, ces médias qui relèvent pour la plupart du Quai d'Orsay, on peut s'imaginer, vous n'en l'avez pas interdit à un observateur de la scène politique africaine dans ses relations avec la France, d'imaginer une ou deux choses par rapport à cela. Mais non, là nous n'en parlons plus. Nous parlons maintenant des médias. Non, attendez que je continue. Monsieur Jolikoum, je ne peux pas vous laisser le dire. Parce qu'à ma connaissance, je vais poser une autre tous question. les autres candidats à l'élection présidentielle se sont pratiquement exprimés sur les médias. C'est pour ça que je ne voudrais pas continuer la question. Ah, mais c'est parce qu'il y a une question qui est posée chaque fois, mais je ne vais pas revenir dessus, parce que le temps de l'émission ne nous permet pas de tout arrêter. Je voulais maintenant vous inviter sur le terrain de la presse, le terrain des médias. On a beaucoup parlé des médias. Nous y sommes toujours. Hein. Moi, je voulais vous dire que lorsque j'ai été invité par le président Diomaye Faye à sa prestation de serment, non, moi je vous invite. Invité sur un média d'État sénégalais. Lorsque récemment, il n'y a pas... Non, je vous invite au Cameroun. 3 semaines, je suis allé faire la dédicace de l'ouvrage en Djamena, lorsque j'étais sur la route de Koussili. Vous savez qu'on peut aller dans j'ai été invité vous par savez qu'on peut aller dans tous les tchadien, médias sans que cela ait la même connotation ou la même signification. Vous le savez très bien. Non, mais il ne faut pas qu'il y ait à chaque fois une connotation d'impuissance apprise. Pourquoi vous voulez... Je ne sais pas pourquoi il y a une focalisation, parce que quand je suis allé aux États-Unis, pourquoi vous voulez j'ai souvent interdire... été reçu par les médias américains. Mais vous êtes un homme public, un homme politique. Vous n'allez pas empêcher qu'on vous observe et qu'il y ait des grilles de lecture ou d'analyse non plus. Faut-il donc qu'on m'empêche moi de donner mon avis sur ces grilles? Mais donnez votre avis et c'est ce que je fais. Restez sur votre avis sans penser que ce qu'on dit est faux. Parce que vous avez fait la même chose tout à l'heure en estimant que vous seul vous rencontrez le peuple qui dit une seule chose qui est celle que vous écoutez, alors que les autres candidats également rencontrent le peuple qui dit d'autres choses qui ne sont pas forcément les choses que vous relayez. Je vous le concède volontiers. Est-ce que vous êtes un candidat qui veut simplement regarder les choses de son... et pas considérer ce qui est dit de l'autre côté? Mais non. Voilà. J'écoute et je donne mon avis. Ne qualifiez pas de ragot ce qu'on vous relaie qui vient d'un certain nombre de grilles de lecture, d'analyse et tout le reste. Ne perdons pas de temps sur ce sujet. Et d'ailleurs, je vous invite sur les médias. J'ai l'occasion, puisque nous parlons de médias, je vous invite de rendre un hommage appuyé à un journaliste que j'ai connu, M. Pierre Laverdure Omban, qui est décédé et qui a d'ailleurs été nommé DG de Galaxy TV il n'y a pas longtemps. Paix à son âme. Paix à son âme. Ouais, nous avons suivi l'information, nous autres, en entrant dans ce studio. Vous pensez que les médias font leur travail pour ce qui est de l'accompagnement de la présidentielle? Je pense surtout que les médias pourraient mieux faire leur travail. Si. Parce que le dispositif réglementaire qui existe au Cameroun corsette les médias, étouffe les médias, qu'ils soient publics ou privés. Ça me donne d'ailleurs l'occasion. Nous sommes là dans la rue. Oui. Mais oui, parce que l'une des propositions que nous faisons pour les médias, c'est de permettre à ceux-ci de jouer vraiment le rôle d'irrigation démocratique que leur vocation leur assigne. Le décret de 2000, du 3 avril 2000, qui continue à dire aujourd'hui que pour ouvrir un média comme celui-ci, il faut payer 100 millions de francs pour la licence. Là, on est dans l'audio, le visuel. Pour une radio, 50 millions. Ce n'est pas admissible, Monsieur Jolikoum, parce que les médias, c'est aussi des entreprises. C'est des PME. Le rôle de l'État devrait être d'arrêter un cahier de charges technique, de s'assurer que les médias audiovisuels remplissent ce cahier de charges technique, mais pas de les bloquer à l'entrée en les mettant dans une situation d'irrégularité juridique. Parce que beaucoup de ces médias, mais vous en connaissez combien dans le contexte qui est le nôtre, qui non seulement doivent payer ce montant, mais la loi Chiroma dont je parlais tout à l'heure, du 20 avril 2015, qui leur demande encore de payer non seulement des droits d'entrée que je viens d'évoquer, mais les droits de renouvellement tous les ans, puis une taxe de 4,5% de leur chiffre d'affaires hors taxe. Tout cela est dans la loi. Si on l'appliquait, je ne suis pas sûr que ce média fonctionnerait. Ça vous met donc dans une situation de tolérance administrative qui fait que de temps en temps, quand on n'est pas content de ce que vous faites, on vous rappelle que vous êtes en irrégularité. Très bien. On ne peut pas continuer comme ça. Tout comme la convention collective de 2008. Pourquoi elle n'est pas appliquée? C'est le rôle de l'État. Tout comme l'accompagnement que l'on donne annuellement aux médias, comme le vôtre. Mais combien on donne? Des miettes. Est-ce que c'est comme ça qu'on va accompagner les médias? Pas l'audiovisuel en tout cas. L'émission va s'achever et nous voulons terminer cette émission en vous donnant la possibilité, vous avez évoqué certains noms tout à l'heure et la réalisation me signale que je ne saurais
fermer cette émission sans donner la possibilité de suivre un élément qui nous vient d'un de vos soutiens. Nous allons suivre cet élément avant de mettre la clé sous le paillasson. Nous allons certainement vous donner la parole avant de conclure cette émission. Cet élément, nous allons le découvrir ensemble parce que moi, je ne l'ai pas visualisé avant d'arriver sur ce plateau, mais j'ai fait confiance aux équipes qui travaillent autour de cette émission. Semble-t-il, nous allons suivre Moustique charismatique qui s'adresse à vous ce soir. Monsieur le Président, bonsoir. Je suis très content de savoir que vous êtes bien revenu au Cameroun et je profite pour vous dire merci et félicitations pour tout le travail que vous abattez. On est derrière vous, on sait comment c'est difficile parce que nous-mêmes, en essayant de vous soutenir, on sent ça sur nous, comme on dit au quartier. Je profite de cette émission pour vous poser une question. La situation de l'artiste au Cameroun est assez complexe parce qu'on est artiste chez nous, sur un coup de doigt, et on ne sait véritablement pas définir qui est un véritable artiste ou qui ne l'est pas. Quelle est votre vision de la politique culturelle pour protéger la qualité d'influence de l'art sur les populations et aussi pour protéger le statut de l'artiste afin de lui garantir un traitement particulier et surtout lui permettre de vivre de son art en ayant des droits conséquents. Donc honnêtement, c'est la question que je tenais les questions que je tenais à vous poser et je serais heureux d'entendre vos réponses et les partager avec mes confrères. Merci à vous, Monsieur le Président. Nous sommes derrière vous. VAP. Nous aurons finalement tout permis à la réalisation de cette émission ce soir et tout permis à notre invité parce que nous ne l'avons pas fait avant. Moi, on va vous laisser le soin de répondre. D'abord, une fois de plus, j'exprime ma profonde gratitude au soutien que je reçois des artistes de renom. Vous les avez cités quelques-uns tout à l'heure. Charismatique, comme Valérie Ndongo, Diane Nama, Narcisse Price, le musicien, Belka Tobi, soutien. Non, mais pour moi, c'est très important et ça montre bien le consensus qui se construit autour de ma candidature. Mais pour revenir, on va pas faire 3 heures d'émission non plus. La question qu'il pose, je vais y répondre très rapidement. Je pense que l'artiste dans un pays occupe une place cruciale parce que vecteur culturel, il est aussi vecteur d'identité, donc vecteur de rayonnement d'un pays. C'est pour cela qu'il faut, puisqu'il a évoqué la question du statut, qu'un artiste ait un statut dans la société, comme nous proposons d'ailleurs le statut de l'agriculteur ou d'autres. Et quand on dit statut, ça veut dire que ça lui confère un certain nombre de prérogatives, ça lui confère un certain nombre de droits, mais évidemment aussi des obligations. Ça veut aussi dire que le travail de l'artiste, qui est une œuvre de l'esprit, doit lui servir. Donc il faut protéger son œuvre, lui permettre de vivre de son art. Parce que dans artiste, il y a art. Il y a de l'effort derrière. Il y a de la difficulté derrière. Et le travail de l'artiste, qu'il participe au divertissement ou à l'éducation, doit être rémunéré. C'est pour cela que la catastrophe et le scandale qu'il y a autour des droits des œuvres liées aux œuvres de l'esprit des artistes, c'est juste incroyable. Autre chose, un artiste doit avoir un espace d'expression de son art. Dans ce pays, et c'est pour cela que nous croyons au fédéralisme communautaire, chaque région sera dotée de spectacles, de salles polyvalentes de spectacles, permettant à nos artistes de se déployer et d'avoir des espaces pour exprimer leur talent. Et puis, évidemment, les artistes doivent aussi être formés. C'est très important. C'est pour cela que dans chacune de nos régions, il y aura des conservatoires multidisciplinaires permettant aux artistes, même ceux qui sont nés avec le talent, d'affiner celui-ci et aux autres d'en apprendre davantage. Voilà le projet, et ce que je vous dis là une fois de plus est marqué dans notre ouvrage. Nous allons nous séparer dans un moment. Je crois que vous continuez à vouloir dire des choses, mais une émission commence et elle doit pouvoir s'arrêter. La partie qui était consacrée à votre vie privée, nous avons préféré laisser cette plage à l'intervention inattendue de Moustique, le charismatique, qui vous a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on se sépare sur un plateau comme celui-ci, vous avez dit que vous me connaissez comme journaliste depuis les années 2004, ce qui n'est pas faux. Peut-être que même des années avant, parce que nous avons commencé
en 2001, eh bien, lorsqu'on reçoit un candidat de votre trempe, on lui donne la possibilité de dire la dernière parole sur le plateau avant de le quitter. Mais nous vous demandons également, lorsque nous avons un échange comme celui-ci, est-ce que vous avez suivi les travaux que nous faisons et tout le reste là, généralement, nous ne prenons pas l'information des ragots pour la remonter sur un plateau de télévision. C'est un propos qui aurait pu être soustrait de cette émission. En tout cas, nous voulons vous souhaiter d'agréables moments et merci d'être venu. Je me permettrai de dire deux choses, si vous je vous en prie. Vous savez où m'empêcher Pour moi, c'est très important d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui me soutiennent. Je commencerai par mon épouse qui me supporte et qui est dans l'état qu'on connaît parce qu'elle doit s'occuper d'un nouveau venu. Mais je remercie du fond du cœur. J'ai parlé d'artistes tout à l'heure. Oui. Un artiste comme Tony Nobody. Des acteurs, influenceurs comme Laura Sen, comme Chelsea Suzy, comme Yael Motazé, comme le docteur Modestine, Tchatouan Yonzou, l'étoile rose, la rose africaine et les autres. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a une telle adversité dans le combat politique que lorsque vous n'avez pas un backup, ces hommes et femmes qui vous soutiennent, eh bien c'est compliqué. Je leur dis du fond du cœur, merci. Et puis, je dirais aussi à ceux qui nous regardent, d'y croire. Moi, j'y crois, Monsieur Jolikoum. Je n'ai pas le moindre doute au regard du travail que nous abattons et de ce que nous avons comme retour que nous allons gagner. Et moi, je dis aux compatriotes qui nous écoutent, le futur, ce n'est pas ce qui va se passer demain. C'est ce que vous faites maintenant. Impliquons-nous. Pensons à nos enfants. Pensons à notre avenir. Pensons à nos familles. C'est ce qui se décide le 12 octobre 2025. Cabral Libi, merci d'être venu à Bignou ce soir pour cet échange qui s'achève. Nous voulons vous souhaiter bonne chance dans votre démarche et pour cette campagne électorale qui va s'ouvrir. Beaucoup de courage, les énergies, vous les libérez, vous en avez donc. Et que la campagne se déroule je trouverai de l'énergie. Tel que vous le souhaitez. J'ai un de mes soutiens, M. Tef Chaleur, qui me dit souvent dans les réseaux sociaux qu'il pense que je suis fait d'acier. Mais moi, je pense que c'est par la grâce de Dieu que j'y parviens et je lui rends infiniment grâce. Mon Dieu, avec vous, nous voulons faire cette annonce. Et ça, il ne faut pas attendre le Conseil national de la communication pour savoir que la gestion des programmes en période électorale, elle est différente de la télévision telle qu'elle fonctionne les jours ordinaires comme ce soir. Parce qu'en période électorale, lorsque nous allons recevoir un candidat, à partir de l'ouverture de la campagne, cette émission va rester. Mais le candidat qui va y arriver sera reçu sur un temps précis et il ne faudrait pas déborder de ce temps. S'il est débordé de 5 minutes, le prochain candidat qui va arriver, on va également le recevoir et on va déborder des mêmes 5 minutes. Il en est de même pour l'émission qui est l'émission dédiée qu'on appelle le Tam-Tam électoral, qui sera lancée, qui est déjà sa 2e édition hebdomadaire, qui fera sa dernière édition hebdomadaire. J'espère que le PCRN, qui a déjà été reçu à cette émission, sera encore là aux prochaines, notamment une de demain, et les quotidiennes, où vous aurez la possibilité de revenir donc de long en large sur les détails de votre projet de programme, sur les détails de tout ce que vous faites sur le terrain. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'est avec plaisir que nous viendrons. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir regardée ce soir. Prenons déjà rendez-vous pour demain soir, lundi soir, pour l'émission hebdomadaire Le Tam-Tam électoral, où nous serons avec des invités, des représentants de candidats pour parler des questions d'actualité électorale au Cameroun pour la présidentielle de 2025. Bonsoir.